Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand classique, ce qui est absolument parfait si vous préparez votre bac de français. On va faire l'analyse linéaire d'un face-à-face mythique, un vrai crash test de la communication entre deux cousins très célèbres du théâtre français. L'idée, c'est vraiment de gratter sous la surface des mots pour comprendre la tragédie qui se joue là. Allez, c'est parti. Alors, le plan d'attaque pour cette explication est super simple. On va commencer par l'intro et la problématique, ensuite on va décortiquer les trois grands mouvements du texte, et on finira en beauté avec le bilan et l'ouverture. On attaque tout de suite avec notre première étape, l'introduction et la fameuse problématique. Pour situer un peu le contexte, on est dans « On ne badine pas avec l'amour », une pièce écrite en 1834 par Alfred de Musset. Et la situation de départ, elle est hyper tendue. On a Camille et Perdiccas qui se retrouvent seuls sur scène. D'un côté, on a Perdiccas qui est tout feu tout flamme, qui essaie de retrouver leur complicité d'avant. Et de l'autre, Camille reste littéralement de glace. Visuellement, c'est un contraste dingue entre la chaleur humaine qui cherche le contact et un mur de froideur absolue. Du coup, toute cette tension dramatique nous amène à la question centrale de notre analyse, notre boussole en quelque sorte. Pourquoi le dialogue entre ces deux cousins est-il devenu totalement impossible ? C'est vraiment le mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble, ligne par ligne. Ce qui nous amène à notre premier grand mouvement du texte, celui où Perdiccas essaie de réveiller le cœur de Camille. Bon, pour être super rigoureux dans notre analyse linéaire, on délimite d'abord cette partie. Ça va du tout début de l'extrait jusqu'à la question de Perdiccas « Tu ne veux pas venir voir le sentier par où nous allions à la ferme ?» C'est hyper important de garder ça en tête pour bien structurer notre lecture. Et là, quelle est la stratégie de Perdiccas ? Eh bien, c'est l'appel au souvenir. Il va utiliser leur passé commun pour essayer de fendre l'armure de Camille. Il lui balance plein d'images de bonheur partagé, le village, la prairie et surtout, l'image du bateau. Et ce bateau, ce n'est pas juste un objet, c'est vraiment une image de couple. Il veut lui montrer qu'il veut avancer avec elle, faire équipe. C'est sa façon d'utiliser la nostalgie comme une bouée de sauvetage pour sauver leur lien. L'élément clé ici, c'est vraiment cette réplique « Je tiendrai les rames et toi le gouvernail ». C'est juste la métaphore parfaite du travail d'équipe. Il ne veut pas juste ressasser le passé, il propose une vraie dynamique de partenariat où chacun a son rôle en parfaite harmonie. Sauf que la réalité va vite le rattraper. Face au silence pesant de Camille, Perdiccas finit par exprimer une vraie souffrance. Il lâche ce fameux « tu me fends l'âme ». Pour lui, c'est inconcevable d'oublier des souvenirs aussi, je cite, doux. On passe d'un coup de la chaleur nostalgique à une douleur brute. Sa stratégie s'écrase complètement contre un mur. On passe donc au deuxième mouvement de la scène, le moment où Camille rejette violemment son enfance. Là encore, on fixe nos repères. Ce deuxième mouvement démarre à la réplique « Je ne suis pas assez jeune » et il va se poursuivre jusqu'à la sortie des personnages. C'est l'espace exact de la contre-attaque de Camille. Et quelle contre-attaque ! Face à l'enthousiasme de son cousin, elle oppose un refus total de l'émotion. Elle rejette carrément leurs souvenirs d'enfance comme si c'était de simples poupées. Son but, prouver qu'elle est devenue une femme adulte, très sérieuse. Elle dresse un véritable mur de glace en affirmant que le passé n'est pas à son goût. En fait, elle a pris la décision radicale de ne plus rien ressentir pour se protéger. C'est terrible, parce qu'elle tue littéralement la petite fille qu'elle était pour se construire une forteresse impénétrable. Et fatalement, ça mène à la rupture finale. Perdiccas est à bout et finit par éprouver de la pitié avec ce cinglant « je te plains ». Puis, détail crucial de mise en scène, ils sortent par des côtés différents. Le lien psychologique était déjà détruit par les mots, et là, il est maintenant brisé physiquement dans l'espace de la scène. C'est brillant de la part de l'auteur. Troisième et dernier mouvement, l'arrivée des adultes, avec le baron qui constate que l'accord est brisé. Ce mouvement correspond à la toute fin de notre extrait, à partir de l'indication scénique « le baron » rentrant, jusqu'au point final, c'est en gros l'onde de choc de ce dialogue complètement raté. Et là, c'est super intéressant, parce que l'incompréhension va contaminer les adultes. Le baron remarque tout de suite qu'il y a une musique qui sonne faux. Il parle de discordance, comme un concert qui tourne à la catastrophe. Camille et Perdiccas, ce sont deux instruments qui ne jouent plus la même partition. Ensuite, on a l'influence de Dame Pluche, la gouvernante qui vient valider et renforcer la froideur de Camille. Pour elle, un tour en bateau, c'est malséant, c'est impoli. Elle préfère largement les règles coincées de la bienséance plutôt que la vie ou l'amour. Et ça finit par déclencher la colère du baron qui s'énerve contre elle. En fait, l'absurdité de ces adultes qui se disputent sur la politesse souligne avec une ironie mordante l'échec total de la communication qu'on vient de voir. Allez, on arrive à notre quatrième et dernière partie, le bilan et l'ouverture. Parfait pour bien clôturer votre explication le jour de l'examen. Si on fait le bilan, l'incompatibilité de leurs états d'esprit crève les yeux. D'un côté, on a Perdiccas qui veut vivre à fond dans le souvenir et l'émotion, et de l'autre, Camille qui s'enferme dans la peur et les principes. Le constat, il est tragique, Camille a tué l'enfant qui était en elle. Et c'est cette fracture irréconciliable qui a tout simplement fait exploser leur relation. On peut donc enfin répondre à notre problématique de départ. Pourquoi le dialogue est-il impossible ?
Tout simplement parce que Camille refuse de badiner, de jouer le jeu. Elle rejette en bloc tout ce qui est naturel, spontané, authentique. Et en faisant ça, elle verrouille à double tour la porte de toute communication possible avec Perdiccas. Mais attendez, ne partez pas tout de suite. Pour faire une belle ouverture, on va faire un petit saut dans le temps et voir comment ça résonne bien au-delà du 19e siècle. Ce thème de la communication cassée, on peut complètement le rapprocher d'une pièce beaucoup plus récente, Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce, écrite en 1990. Dans cette pièce, des personnages de la même famille se retrouvent après des années de séparation et impossible de se parler pour de vrai. C'est le silence et la rancœur qui bloquent tout, exactement comme l'orgueil de Camille bloque Perdiccas ici. Ça prouve vraiment que ces histoires de dialogue impossible traversent toutes les époques. Les classiques ont encore tellement de choses à nous dire aujourd'hui. Du coup, je vous laisse sur cette petite réflexion. Est-ce que le temps et l'orgueil finissent toujours par rendre la communication impossible? C'est une vraie question sur nos propres relations humaines, vous ne trouvez pas? En tout cas, notre décryptage s'arrête ici. J'espère que ça vous a aidé à voir comment les petits détails donnent toute leur puissance à ces grands textes. Bonne révision à toutes et à tous!